sa note. Donc, alors, je suis responsable de la bibliothèque André Malraux à Strasbourg. Je suis aussi en charge d'une partie du réseau eurométropolitain. Et donc avant ça, j'avais eu un parcours où j'étais responsable des fonds musicaux importants du réseau, donc à la bibliothèque Olympe de Gouges. Et durant ces années-là, donc au début des années 2000, j'ai découvert la CIM par le biais de la liste discothécaire.fr. C'est à travers des contributions et des échanges sur cette liste que du coup je m'étais porté candidat pour accueillir en 2003 les rencontres nationales des bibliothécaires musicaux à Strasbourg. Suite à cette organisation, du coup, j'ai rencontré les membres de l'association qui n'était pas tout à fait une association, on va dire, parce qu'on était encore au moment où il y a eu ce tuilage entre écouter, voir et ce qui est devenu la CIM ensuite, avec un fonctionnement, on va dire, plus standard en termes d'association professionnelle. Mais donc, c'est autour de la rencontre de 2004 à Saint-Jean-de-Védas. Il y a eu un renouvellement, on va dire, du CA. Presque tous les anciens membres se retiraient, sauf Christian Massot, qui assurait un peu la continuité. Et en fait, je venais parce que je m'étais proposé pour être membre du CA, puis en sortant de cette réunion, finalement, je suis sorti comme étant président de la CIM, et j'ai découvert toutes les joies de la présidence, donc avec l'organisation derrière ces premiers rendez-vous, des rencontres nationales qui se déroulaient à Grenoble en 2005, si je me souviens bien justement. Et puis on a enchaîné différents congrès. Moi j'étais donc finalement président, on va dire, fin 2004, début 2005, jusqu'à, il me semble, 2009. Donc c'était, si ma mémoire est bonne, donc c'était le dernier congrès pour lequel j'étais président à Aix-en-Provence. Donc 2009 ou 2010 peut-être, mais à vérifier. Donc, il y a eu une construction collective assez intéressante. Je trouve qu'il y a eu des mouvements très forts aussi de réconciliation à un moment donné avec l'ABF. En fait, on est sorti des clivages professionnels et donc on a pendant toutes ces années plutôt essayé d'œuvrer en commun. Et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si deux membres de la CIM ont été successivement présidents, donc Pascal Wagner et ensuite Xavier Gallo. Parce que du coup on avait tissé une entente interprofessionnelle aussi avec l'ABF et je dirais, je me félicite un peu d'avoir joué un peu ce rôle de médiateur à un moment donné dans la profession, entre la vision parfois qu'on pouvait avoir une vision un peu sectaire des bibliothécaires musicaux qui se disaient plus discothécaires à une époque et qui ont glissé, selon le vœu d'ailleurs de Michel Sineux, vers cette plutôt revendication d'une identité de bibliothécaire musical. C'est vrai que c'était un mandat finalement assez long, c'était donc de 6 ans au moins, donc je dirais. Et c'est vrai que c'était, comme je disais d'ailleurs ce matin lors des rencontres 2019, c'est que quand on avait ouvert la journée à Strasbourg, je me souviens avoir fait écho à un article de Livre Hebdo qui parlait du blues des bibliothécaires musicaux, et puis j'avais interprété une forme de blues improvisée en début de la journée pour mettre un écho à cet article qui signalait justement toute l'inquiétude que suscitait le développement du peer-to-peer et ce qu'on pouvait deviner à l'époque, donc en 2003, en termes de déclinaison de musique dématérialisée. Disons déjà avec le peer-to-peer, on avait des millions de titres disponibles par le biais d'échanges et de plateformes. Par contre, dans l'analyse qu'on a pu avoir assez vite de ce contexte, je trouve qu'on a bien perçu ce qui allait se développer, notamment le développement de plateformes payantes plutôt avec des services d'écoute en ligne plutôt que des services de téléchargement. C'est finalement comme ce modèle-là qui s'est vraiment installé dans le paysage, même si le peer-to-peer existe encore aujourd'hui aussi. Et au-delà de ça, il y avait peut-être le fait que professionnellement, on a aussi pu marquer, en fait, revendiquer notre place en fait, dans un paysage national, étant dans le monde des bibliothèques un des premiers, on va dire,
les premiers volets, à prendre de plein fouet toutes ces questions, tout ce débat lié à la dématérialisation, c'est-à-dire que ça s'est posé quelques années, bien avant, on va dire, l'imprimé, bien avant aussi la vidéo, ça s'est posé pour la musique, et finalement notre analyse, malgré tout, était assez bonne de ce contexte. On a essayé de développer d'ailleurs en termes d'expérimentation avec le soutien aussi du ministère, des partenariats commerciaux, avec un partenaire comme Music Me à un moment donné. Alors c'est vrai qu'il existe encore, donc c'est un partenariat qui se poursuit. Alors aujourd'hui on sent simplement que l'adhésion qu'on pouvait espérer du public à ce type de service n'est pas aussi forte que celle qu'on avait projetée. Mais voilà, enfin, on avait quand même, je dirais, bien perçu le mouvement qui était en train de se dessiner en termes d'évolution des accès, en tout cas à l'information musicale via le web. Et puis les outils, bien sûr. Tout ce qui allait aussi enrichir et souder la profession aujourd'hui. C'est vrai que là, dans ce même temps, on est parti de la liste discothécaire FR, qui continue à exister aujourd'hui, ce qui est quand même en soi assez emblématique. Mais on voit cette capacité de mobiliser a été parfaitement illustrée en 2019 avec l'annonce en fait de journée professionnelle qui, 3 jours après la publication sur le site, on avait 200 inscriptions quasiment, on avait clôturé notre capacité d'inscription. Donc c'est quand même un beau parcours, je dirais, pour la CIM.